Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Turpin. Direction les États-Unis pour une affaire criminelle hors norme. Le 14 janvier 2018, une adolescente effrayée appelle le 911. Jordan Turpin explique qu'elle s'est enfuie de chez elle alors qu'elle était séquestrée avec ses 12 frères et sœurs par ses propres parents. Quel est votre nom ? Dimanche 14 janvier 2018, à Perris, en Californie. Une jeune fille paniquée est immobile au milieu d'un carrefour. Elle est au téléphone avec le service d'urgence américain, le 911. Elle s'appelle Jordan Turpin. Je vis dans une famille de 15 personnes et mes parents nous maltraitent. Ils nous maltraitent et 2 de mes petites sœurs sont enchaînées. Au bout du fil, c'est une jeune fille de 17 ans. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Qui dit « Je viens de m'enfuir de chez mes parents. C'est absolument l'horreur. Venez nous délivrer. » Au secours, mes 12 frères et sœurs sont retenus prisonniers chez moi. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. 22 qui seraient retenus, attachés par des cadenas et des chaînes dans sa propre maison familiale. Elle explique qu'elle se serait évadée par la fenêtre de chez elle, seule, avec le téléphone de sa mère. Et ce qu'elle raconte à l'opératrice est glaçant. Ça sent les excréments, on ne nous lave plus, on va mourir, mais quasiment on va mourir d'étouffement. C'est ce qu'elle dit. Il faut déjà imaginer, simplement en termes d'odeur olfactive, ce que ça doit être, ce que cette fille subit. De fil en aiguille, l'affaire est quand même prise assez au sérieux parce que cette jeune fille au téléphone a l'air véritablement paniquée. Ce qui est fou, c'est que cette fille va raconter en fait à son interlocuteur je me suis enfuie de chez moi, mais après je savais pas quoi faire parce que je ne connais même pas les alentours de chez moi. Venez nous délivrer s'il vous plaît, venez nous délivrer. L'adolescente a 17 ans. Elle raconte qu'elle n'est jamais sortie de chez elle. Il lui est donc impossible de leur indiquer une adresse. Les policiers vont devoir la localiser grâce à son téléphone portable. Elle se trouve à Perris, à 100 km au sud de Los Angeles. Une patrouille est aussitôt envoyée sur place. Lorsque la police intervient, François Durper, historien, spécialiste des États-Unis. là, un premier choc, on est vraiment dans la banlieue résidentielle américaine typique, qui ne correspond pas à ce qu'ils attendent. En fait, c'est un peu l'archétype du quartier pavillonnaire tranquille en Amérique suburbaine, je dirais. En fait, les gazons sont bien taillés, il n'y a rien qui dépasse, il y a de belles voitures, de belles maisons. On ne s'imagine pas que se joue un drame familial qui est peut-être le drame familial le plus terrible de l'histoire récente des États-Unis. Il est 18h et la police recherche activement l'adolescente. Il sillonne toutes les rues dans le secteur où elle a été localisée. Et soudain, à l'angle d'une impasse, il voit une jeune fille, seule, l'air hagard. Quand ils arrivent, déjà, rien que de voir cette petite fille dans la rue, c'est déjà en soi une vision d'horreur. Ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à une fille de 17 ans. Ils tombent sur une gamine qui a l'air d'en avoir 10, quoi. Elle a l'air vraiment chétive, pour ne pas dire malade, souffrante. Elle souffre clairement de dénutrition. L'adolescente confirme. C'est bien elle qui a passé l'appel. Elle leur indique qu'elle vit à 2 pâtés de maison d'ici, dans une villa cossue, chez Louise et David Turpin, ses parents. La police s'y rend aussitôt. Lorsque les policiers arrivent, Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste en criminologie. Ils s'adressent aux parents. Les parents sont totalement stupéfaits parce que pour eux, la situation
est tout à fait normal. Donc la première réaction des policiers, c'est de se dire qu'est-ce que l'on fait là ? Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas. Et puis très rapidement, ils vont s'apercevoir d'un deuxième choc. L'extérieur, c'est la maison américaine, la villa américaine parfaite, mais l'intérieur est jonché d'immondices. Se dégage de l'entrée déjà une odeur pestilentielle et on comprend assez vite, enfin en tout cas les policiers, qu'il se passe visiblement des choses assez terribles à l'intérieur. Les enquêteurs n'ont plus de doute. Ce qu'ils aperçoivent derrière la porte confirme le signalement de l'adolescente. C'est un capharnaüm et l'air est irrespirable. Ils veulent en avoir le cœur net. Que cachent les parents Turpin à l'intérieur de la maison familiale ? Ce qu'ils vont découvrir est totalement inédit. Ces policiers n'en reviennent pas. Ce sont tout simplement des enfants qui sont enchaînés à des lits, qui sont prisonniers de leurs propres parents. En fait, c'est quasiment un univers concentrationnaire que découvrent les policiers. Ces enfants cadenassés, enchaînés, mal nourris. On n'a pas l'impression d'être au XXIe siècle. Un autre enfant est enfermé dans un placard, les mains attachées, dans l'obscurité totale. La vie de tous ces enfants était forcément dans un état de danger extrême. Au total, ils sont 10 filles et 3 garçons, âgés de 2 à 29 ans, cloîtrés dans leur chambre et prisonniers de leurs parents. Certains sont ligotés à leur lit. Tous vivent dans le noir, dans leurs excréments. Pour les policiers, pas de doute, ils souffrent de malnutrition sévère. Louise et David Turpin sont arrêtés sur le champ. Les enfants sont transférés à l'hôpital. Mais comment ces parents ont-ils pu mettre en danger la vie de leurs 13 enfants sans éveiller le moindre soupçon ? Le lendemain, c'est l'Amérique tout entière qui se réveille en découvrant avec stupeur ce drame familial. 13 enfants retrouvés dans une maison, dont certains enchaînés à leur lit. Le procureur déclare que c'est le pire cas d'enfants maltraités qu'il n'a jamais vu. Le courage de Jordan a permis de dévoiler toute l'horreur à l'intérieur de cette maison. Les enfants étaient mal nourris. Ils étaient très sales. L'une des victimes de 29 ans ne pèse que 37 kilos. L'onde de choc aux États-Unis est très importante pour une raison simple. C'est un crime qui est perpétré par une famille, par un couple, dans ce pays de l'enfant roi, dans ce pays où la famille, peut-être que la valeur américaine, c'est d'abord la valeur familiale. Très vite, l'affaire dépasse le continent américain. Surnommée la maison de l'horreur par les journalistes, la presse en fait sa une partout dans le monde. Les États-Unis, avec cette affaire qui a fait le tour du monde. La maison de l'horreur. On a découvert une maison dans laquelle étaient enfermés 13 frères et sœurs depuis des années. À Périsse, en Californie, l'enquête démarre. La police perquisitionne la maison et passe au crible toutes les pièces. En fouillant les chambres des enfants, les enquêteurs découvrent des placards remplis de cahiers. Et à la lecture des premières pages, ils sont sidérés. Ils ont entre les mains des dizaines de journaux intimes au contenu terrifiant. Ça va constituer la preuve indubitable de ce qui s'est passé, non pas seulement pendant quelques mois, mais pendant de nombreuses années. François Durper, historien, spécialiste des États-Unis. Les enfants vont décrire par le menu détail toutes les tortures physiques et psychologiques qu'ils ont endurées. C'est vraiment aujourd'hui, papa a fait ça. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Aujourd'hui, maman a fait ça. Et ce qui est terrible, c'est quand on lit des phrases du type « Aujourd'hui, papa a encore étranglé tel frère » ou pour une ânerie en plus. Il va les plonger la tête dans l'eau froide de la baignoire jusqu'à quasiment les noyer. Il peut s'emporter jusqu'à être à limite de les tuer.
Page après page, ils décrivent leur enfer au quotidien. Ils doivent dormir 20 heures sur 24 pour ne pas déranger leur père et leur mère. Ils ne sont autorisés à prendre qu'une seule douche dans l'année. Et pire encore, les enfants évoquent des fêtes de famille où leurs parents se seraient montrés cruels. Pour Noël, par exemple, les parents achetaient de cadeaux aux enfants. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Ils n'avaient même pas le droit de déballer. Vous offrez des jouets à vos enfants et vous leur interdisez d'ouvrir les paquets et de jouer évidemment avec ce que vous leur offrez. Et d'ailleurs, quand les enquêteurs vont quelquefois déballer ces cadeaux, on s'aperçoit que c'est des boîtes de carton vides et qu'il n'y a rien à l'intérieur dans la plupart des cas. Une torture psychologique qui ne s'arrête pas là. Les enfants racontent une anecdote qui dépasse l'entendement. C'était avec leur mère. Encore une fois, elle a un tel vice qu'elle est capable de faire des gâteaux, elle cuisine des gâteaux, mais vraiment à l'américaine, ces fameuses pailles qu'on met au bord de la fenêtre, etc. Parce que personne ne se doute qu'à l'intérieur, en fait, il y a 13 gamins qui sont affamés et ils n'en mangeront rien. Et même, elle leur dit, vous voyez ces tartes, vous ne les mangerez pas, vous ne les approcherez pas. Donc il y a une sorte de perversité de la torture. Ce n'est pas seulement une dégradation de la situation dans cette famille, c'est véritablement de torture organisée. Les enfants étaient les souffre-douleurs de leurs parents. Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi les parents turpins se sont-ils ainsi acharnés sur leurs enfants pendant toutes ces années ? Lorsque Louise et David se rencontrent dans leur Virginie natale, rien ne laissait présager un tel drame. En 1985, elle a 16 ans, lui 24, et c'est le coup de foudre. Très vite, ils se marient et ils s'installent au Texas pour fonder leur famille. David et Louise Turpin. Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste en criminologie. Faut au moins leur reconnaître le fait qu'ils semblent un couple tout à fait uni et très amoureux l'un de l'autre. Il y a quelque chose qui les réunit, c'est un peu ce goût pour la religion. Ils sont tous les deux issus de la mouvance pentecôtiste. Ils disent qu'ils ont reçu un moment comme une révélation divine leur demandant de faire une famille nombreuse. On dit famille nombreuse, famille heureuse. C'est en tout cas l'image que renvoie cette famille au départ de l'histoire. David Turpin est ingénieur en aéronautique. Il a des revenus confortables, 115 000 $ par an. De quoi permettre à Louise de rester mère au foyer. Et la famille s'agrandit. 13 enfants au total. Mais en 2010, un événement vient bouleverser leur vie. Ce qui va faire la bascule finalement, c'est quand David va perdre son travail. Alors, non seulement il perd plus de 100 000 € de revenus par an, parce qu'il gagnait très bien sa vie, mais surtout, le couple se retrouve dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes. Et finalement, ensuite, c'est un naufrage. Les époux Turpin vont se déclarer en faillite personnelle plusieurs fois, 240 000 $ de faillite. Ils se sentent acculés. Ce qui va les plonger d'autant plus dans ce monde et cet univers d'abus sur les enfants et de maltraitance. Pour moi, ça ressemble presque à un phénomène de vengeance sur ses propres enfants. On a échoué en tant que parents dans notre vie professionnelle, mais c'est pas sa propre faute, c'est la faute des autres, toujours. Et là, les souffre-douleurs, c'est les enfants. Conséquence, le couple multiplie les sévices sur les enfants. Fin 2010, ruinés, ils quittent le Texas et ils emménagent à Perris, là où la police les arrêtera 8 ans plus tard. C'est ici, en Californie, que la famille chavire complètement. En interrogeant Elisabeth Flores, la sœur de Louise, la police découvre que le couple a tourné le dos à la religion pour des pratiques beaucoup plus inquiétantes.
En fait, dans cette famille, on est passé quasiment de la bigoterie au satanisme, à la sorcellerie, parce que le père et aussi la mère, assez rapidement, sont passés de propos religieux assez classiques à quelque chose d'absolument irrationnel, de presque paranormal. L'intérêt chez les Turpin pour les sciences occultes vient essentiellement de Louise. C'est elle qui est passionnée par la démonologie. Elle est presque sur le point de devenir sataniste. Elle a une planche de Ouija qui sert à communiquer avec les esprits. Les policiers qui enquêtent là-dessus comprennent assez rapidement que c'est cette dérive vers le satanisme, vers l'irrationnel, qui a peut-être poussé les parents et surtout la mère à enchaîner ses enfants pour qu'ils soient peut-être pas atteints par les forces du mal ou ce genre de choses. Pour les enquêteurs, ces pratiques n'excusent en rien la violence, mais elles sont la preuve que le couple est à la dérive. Pendant cette période, ils s'adonnent à de nouvelles expériences, loin du puritanisme de leur début. Ils vont aller jusqu'à pratiquer l'échangisme. En tout cas, c'est ce que Louise raconte à sa sœur dans un appel. Sa sœur est extrêmement surprise. Louise aurait raconté que parfois ça lui arrivait d'aller draguer des hommes dans les bars et de les ramener à l'hôtel avec son mari et de coucher avec eux devant son mari. Cette famille, qui à l'origine est puritaine, eh bien, va totalement sombrer et dévier dans quelque chose de complètement différent au fur et à mesure des années. Le couple se montre de plus en plus violent envers les enfants. Mais comment ces parents tortionnaires ont-ils pu agir sans être repérés ? Dans le quartier, les voisins sont tous interrogés. Ils n'ont jamais rien vu d'inquiétant. C'était impossible d'imaginer ce qu'il se passait derrière ces murs. Les enfants étaient quasiment invisibles. La seule fois où je les ai aperçus, à part à Noël, ils sont sortis de la voiture et direct à la maison. C'est tout. Cette situation est rendue possible par le fait que les enfants apparaissent très très rarement, pour ne pas dire jamais, en plein jour. Lorsque les voisins les aperçoivent, c'est quelquefois aux fenêtres à l'étage de la maison, mais uniquement lorsque la nuit est tombée. Activité de nuit, école à domicile, les Turpin se sont rendus invisibles, au point que dans le quartier, on les surnomme la famille vampire. Aucun enfant ne sort jamais de la maison de l'horreur. Pendant presque 10 ans, ils ont aussi trompé tous leurs proches, car Louise et David ont élaboré une stratégie. Ils affichent un bonheur sans faille qu'ils partagent régulièrement sur les réseaux sociaux. Famille et amis ne se doutent donc de rien. Ils sont même les témoins virtuels de leur vie idéale, comme en février 2013, où le couple publie des images qui font parfaitement illusion. Alors on peut penser à une vidéo en particulier à Las Vegas, qui est une vidéo où on voit les filles avec des petites robes, toutes les mêmes, des petites robes à carreaux roses. François Durper, historien, spécialiste des États-Unis. Les garçons très bien habillés avec leur cravate et un faux Elvis Presley, un sosie de Elvis Presley. Là, on est vraiment dans le registre de la famille américaine classique et idéale. For my darling, he loves you and he always will. Ils se sont mariés à 3 reprises, dans 3 cérémonies différentes à Las Vegas, qui est le cliché ultime du mariage américain. Sur Internet, les parents Turpin postent aussi des photos d'eux avec leurs enfants. Ils sont tous sourires et apprêtés pour l'occasion. Des clichés symboliques qui cachent une réalité beaucoup plus sombre. Il faut aller chez Disney. Disneyland, pour les Américains, c'est une institution. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Donc il faut y aller. Et donc là, on emmène les gamins. Regardez, on est formidable, on est tous à Disney, machin, etc. On sent que le couple a besoin... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. ...de renvoyer cette espèce de carte postale de la famille idyllique en Amérique. Les Turpin
passent au travers des mailles du filet, tout simplement parce qu'ils ont une façade de normalité absolue. Les psychologues se disent qu'il y a là une volonté de camoufler la réalité, une vraie entreprise destinée à maquiller le crime. Mais au-delà de cette mise en scène, le couple exerce aussi une emprise totale sur ses enfants. Même lors de ses sorties en famille, la fratrie ne tente rien. Entre isolement et peur des représailles, impossible pour eux de s'enfuir. Il y a un emprisonnement qui est physique, qui est doublé par un enchaînement mental. On assiste chez les Turpin un petit peu ce qui se passe dans les phénomènes sectaires, c'est-à-dire un lavage du cerveau total. Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste en criminologie. Physiquement, psychologiquement, absence de repères, absence de contact avec le monde extérieur. Certains des enfants qui étaient majeurs ne savaient pas à quoi servait une force de police, ne savaient pas qu'il existait des hôpitaux. C'est complètement stupéfiant. Jusqu'à ce dimanche 14 janvier 2018, où Jordan Turpin trouve enfin le courage de s'échapper et de dénoncer leurs sévices. Ce jour où le monde a découvert l'horreur en Californie. Le 22 février 2019, un an après leur arrestation, le procès de Louise et David Turpin s'ouvre au tribunal du comté de Riverside. C'est toute l'Amérique qui veut voir les parents tortionnaires sur le banc des accusés. Avec une question au bout des lèvres, comment ont-ils pu agir ainsi avec leurs enfants pendant des années? Et surtout, à quelle peine vont-ils être condamnés? Le couple doit répondre de 50 chefs d'inculpation, dont ceux de torture, séquestration et maltraitance d'enfants. Au premier jour des débats, seuls les deux aînés ont trouvé la force de venir parler à la barre. Mes parents m'ont volé ma vie, mais je l'ai récupérée. Je vais à l'université maintenant et je vis de façon indépendante. Je crois que tout arrive pour une raison. La vie a été dure, mais elle m'a rendue plus forte. Et je me suis battue pour être la personne que je suis. Parfois, j'ai encore des cauchemars de toutes ces choses qui nous sont arrivées. Comme ces chaînes qui nous ont retenus et les fois où on était battus. Mais ça, c'est le passé, et je dois vivre le présent. J'aime mes parents et je dois leur pardonner pour tout ce qu'ils nous ont fait. En entendant la souffrance de leurs enfants, mais aussi leur clémence, Louise et David Turpin s'effondrent. Ils semblent avoir réalisé la gravité de leur crime. Mais comment vont-ils pouvoir se justifier? C'est au dernier jour d'audience qu'ils prennent enfin la parole. Je suis désolée pour toutes les choses que j'ai pu faire à mes enfants. J'aime mes enfants si fort. Je suis bénie d'être leur mère à chacun d'entre eux. Je veux uniquement le meilleur pour eux. Leur bonheur est très important pour moi. J'ai hâte d'être au jour où je pourrai les serrer dans mes bras et leur dire que je suis désolée. Je suis désolé, je peux pas. Elle va le lire pour moi. Je remercie Dieu pour chacun de mes enfants. Chacun d'entre eux est une bénédiction. Je n'ai jamais eu l'intention de leur faire du mal. J'espérais leur donner le plus d'attention possible. Et je suis désolée si je leur ai fait du mal. Louise et David Turpin, en sanglots, demandent pardon. Mais ils n'expliquent toujours pas leurs gestes. Alors auront-ils réussi à convaincre la salle d'audience de leur sincérité? Moi, ces larmes, ils les versent pour eux-mêmes. Ce sont des larmes de crocodile. David, entre autres, a la personnalité d'un psychopathe qui n'a pas d'affect, pas d'empathie. Donc à partir de là,
Ils pleurent sur leur propre sort et pas du tout sur le sort qu'ils ont fait subir à leurs enfants. Les larmes n'auront pas suffi. Le 19 avril 2019, après 4 mois de débat, le verdict tombe. Ils sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Aujourd'hui, les 13 enfants turpins tentent de se reconstruire, mais ils restent traumatisés, avec pour certains d'entre eux des séquelles irréversibles. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. La nuit était tombée sur Perry comme un couvercle silencieux, étouffant les bruits et les murmures d'une banlieue qui, d'ordinaire, ne semblait jamais vouloir faire de vagues. Sous les lampadaires jaunâtres, les rues s'étiraient comme des couloirs d'hôpital, propres, parfaitement géométriques, presque trop régulières pour être honnêtes. Pourtant, au bout de Muir Woods Road, dans une maison beige identique aux autres, quelque chose d'inexplicable frémissait derrière les murs. Les voisins l'avaient senti depuis longtemps, sans jamais parvenir à mettre un mot sur cet étrange malaise, cette sensation que quelque chose d'indéfinissable se dissimulait sous la façade banale d'un pavillon américain. Ce soir-là, cependant, tout allait basculer. Le vent soulevait à peine les haies taillées avec une précision quasi militaire, comme si même la nature n'osait trop s'approcher de cette maison. À l'intérieur, une jeune fille de 17 ans respirait difficilement, les mains tremblantes autour d'un téléphone qu'elle avait dérobé quelques heures plus tôt. Elle l'observait comme un objet sacré, comme un talisman fragile qui pouvait la libérer, ou la perdre à jamais. Ses cheveux étaient emmêlés, ses yeux enfoncés dans leurs orbites, mais une lueur obstinée les traversait, celle d'une enfant qui avait survécu trop longtemps à ce qu'aucun enfant n'aurait dû connaître. Elle appuya sur l'écran, hésita, puis composa un numéro, celui des secours. Une voix automatique lui répondit d'abord, puis une opératrice humaine, posée, professionnelle, loin d'imaginer ce qui se déroulait à des milliers de kilomètres de son écran. 911, quelle est votre urgence ? Demanda l'opératrice, d'un ton qu'on devinait habitué aux banalités, aux alarmes incendies ratées, aux querelles de voisins mal digérées. Mais la voix qui lui répondit n'avait rien de banal. Elle était hésitante, étranglée, comme si chaque mot devait franchir un gouffre. Je veux signaler ma famille. Ma maison. Je m'appelle Jordan. On nous fait du mal s'il vous plaît venez, l'opératrice fronça les sourcils, prête à réorienter l'appel vers un service social ou une crise familiale mineure. Mais plus Jordan parlait, plus son regard se fendait d'incrédulité. Les phrases s'entrechoquaient, les mots se bousculaient ou enchaînaient, affamé, crasse, punition, pas d'école, pas de bain, disant que. L'opératrice sentit son cœur se serrer. Elle demanda l'adresse. Quand Jordan la donna, ponctué de murmures affolés, un frisson parcourut la professionnelle aguerrie. Il y avait quelque chose de profondément authentique, de visiblement imminent, dans cette voix trempée de peur et de douleur. L'opératrice fit signe à son collègue de contacter une patrouille immédiatement. Pendant ce temps, dans la maison où l'air semblait plus lourd que dans n'importe quel endroit du comté, Jordan s'était plaqué contre le mur, guettant le moindre pas au-dessus. La maison, si silencieuse depuis toujours, paraissait maintenant attentive, presque vivante, prête à la trahir. Elle continua de parler, comme pour s'empêcher de s'effondrer. Ils disent que Dieu leur a dit comment nous élever, ils disent qu'ils doivent nous purifier, mais je ne veux plus mourir ici. Il y avait derrière elle un couloir étroit qui menait à une série de portes fermées. Derrière ces portes, des silhouettes amaigries retenaient leur souffle, comme si chaque inspiration pouvait changer le cours de la nuit. Parmi elles, Louise, 9 ans, assise sur un vieux matelas souillé, les cheveux collés aux tempes. Elle regardait la poignée de la porte, espérant, sans comprendre vraiment, que quelque chose allait enfin changer. Jordan, elle, continuait d'avancer lentement dans l'obscurité, sa respiration résonnant comme un tambour de guerre. La voix de l'opératrice tentait de la guider. « Restez avec moi, Jordan. Vous êtes en sécurité. Une patrouille arrive. Pouvez-vous sortir de la maison ?» Jordan regarda la porte d'entrée. La clé n'était plus là. Elle n'était jamais là. Non, il verrouille toujours. Sa voix dérailla, un sanglot monta, mais elle le ravala.
La survie était devenue pour elle un mécanisme, une mécanique froide, presque mathématique. Dehors, la voiture de patrouille traversait la rue comme une ombre rapide, ses phares découpant les façades. L'agent Miller au volant, un vétéran à l'allure tranquille, jetait des coups d'œil incrédules au rapport qu'on venait de lui transmettre. Maltraitance grave, conditions inhumaines, enfants possiblement enchaînés. Cela ne ressemblait pas à Perry. Cela ne ressemblait à rien qu'il ait vu dans sa carrière. Sa coéquipière, l'agente Lopez, serrait les lèvres. S'ils exagèrent? Si ce n'est qu'une dispute familiale? Miller hocha la tête, mais son instinct lui soufflait que ce n'était pas une exagération. Il avait entendu l'enregistrement de Jordan. Sa voix ne mentait pas. Pendant ce temps, Jordan arrivait à une fenêtre à moitié dissimulée derrière un rideau poussiéreux. Elle tira dessus, révélant le jardin arrière plongé dans la nuit. La fenêtre était verrouillée. Elle le savait déjà, mais tenta quand même, tirant de toutes ses forces, sans succès. Son souffle devint haletant. Elle regarda derrière elle. L'ombre massive de son père n'apparaissait pas encore, mais elle sentait son absence comme une menace plus forte encore que sa présence. Le silence de la maison devenait un cliquetis, comme si les murs retenaient leur respiration. Elle reprit le téléphone. « Ils vont me trouver, ils vont me punir s'il vous plaît, dépêchez-vous. »« On est presque là, Jordan. »« Ne raccrochez pas. » La patrouille se gara enfin devant la maison beige. Les agents descendirent, scrutant la façade identique à toutes les autres. Pas de lumière suspecte. Pas de bruit. Rien. Un silence clinique. Les deux policiers se regardèrent, puis frappèrent à la porte. Une fois. 2 fois. 3. Rien. Miller inspira profondément et annonça, « Police. »« Ouvrez, s'il vous plaît. » À l'intérieur, Jordan se figea. Elle avait attendu ce moment toute sa vie, et voilà qu'elle avait peur d'y croire. Elle courut vers l'entrée, posa sa main sur la poignée, mais hésita encore. Ses jambes tremblaient. De l'autre côté, la porte s'ouvrit finalement. Lentement. Un homme grand, au visage émacié mais étrangement calme, apparut. David Turpin. Sa chemise était soigneusement rentrée dans son pantalon, son expression presque douce. Il cligna des yeux. « Agent, bonsoir. »« Un problème ?» Sa voix était comme une couverture posée sur un gouffre. Trop douce. Trop stable. Lopez sentit aussitôt un courant glacial courir sur sa nuque. Mais ce n'était que le début. Lorsque David Turpin ouvrit la porte aux agents Miller et Lopez, le parfum étrange d'air rassis et de renfermé s'échappa vers la rue comme une exhalaison longtemps contenue. C'était une odeur subtile au premier abord, mais empreinte d'une lourdeur qui grattait la gorge, un mélange d'humidité, de poussière et d'autre chose, quelque chose de difficile à nommer. Les deux policiers échangèrent un regard. Miller, pourtant habitué aux interventions dans des maisons en ruine, perçut immédiatement cette odeur comme un signal d'alarme, un avertissement silencieux d'un univers caché derrière la façade impeccable du pavillon. Turpin, lui, tenait la porte à peine ouverte, juste assez pour laisser apparaître son visage et une tranche d'intérieur plongée dans la pénombre. « Nous avons reçu un appel venant de cette adresse », annonça Lopez. « Une jeune fille. Elle disait être en danger. Vous pouvez nous expliquer ?» Le visage de Turpin ne bougea pas. Son sourire, trop calme, trop figé, ressemblait à celui d'un employé de bureau surpris en plein sommeil. « Une jeune fille ? Nous avons beaucoup d'enfants mais personne ici n'a appelé. Peut-être une erreur. Nous sommes très fatigués ce soir. » Il tenta de refermer la porte. Miller posa sa main dessus, sans violence, mais avec une fermeté inébranlable. « Sœur, nous devons entrer. » Procédure standard. Pour la première fois, une ombre passa dans les yeux de Turpin, une lueur presque imperceptible, comme un reflet de panique qu'il tenta immédiatement de chasser derrière un sourire crispé. « Le salon n'est pas présentable, ma femme se repose », mais il n'eut pas le temps d'achever sa phrase. Une voix étouffée, faible, monta quelque part derrière lui. Un bruit, presque rien, un froissement, un souffle, un pas hésitant. Jordan venait de s'avancer dans le couloir, soutenant de ses deux mains le téléphone dont l'écran éclairait faiblement son visage amaigri. Ses bras tremblaient. Ses yeux empliaient la scène comme si elle assistait à un miracle fragile. Quand elle aperçut les silhouettes des deux policiers, son souffle se brisa dans un sanglot silencieux. Miller la vit aussitôt. Il plissa les yeux.
Mademoiselle? Vous avez appelé? La réaction de Turpin fut instantanée, brutale, discordante comparée à son calme précédent. Il tenta de faire barrage avec son corps. Elle est malade. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais Lopez avait déjà tendu la main vers Jordan. Approchez. Vous êtes en sécurité maintenant. Jordan franchit un pas, puis un deuxième, comme un animal blessé craignant un piège. Elle tendit lentement le téléphone encore ouvert sur la ligne. La voix de l'opératrice se faisait entendre faiblement. « Jordan ? Les agents sont là. » Lopez prit l'appareil, et la confirmation finit de faire tomber le masque de la normalité. Miller écarta Turpin d'un geste maîtrisé. « Monsieur, reculez s'il vous plaît. Nous allons entrer. » L'entrée de la maison apparaissait maintenant entièrement aux yeux des policiers. La lumière tamisée révélait une scène étrange, les murs étaient sales, tachés de traces brunâtres, les sols encombrés de détritus, de vêtements entassés, de jouets cassés comme abandonnés depuis des années. Une puanteur plus forte encore, presque organique, les frappa dès le seuil franchi. Lopez porta une main à son nez. « Seigneur, murmura-t-elle. » Turpin tenta de reprendre le contrôle. « Vous n'avez pas le droit de fouiller sans mandat, » lâcha-t-il d'une voix soudain dure, métallique. Miller se tourna vers lui, l'expression implacable, « Quand il y a un mineur en danger, nous avons le droit d'intervenir immédiatement. » Jordan, elle, tira la manche de Lopez. « Mes frères, mes sœurs, ils sont dans les chambres, ils y sont attachés. » Ces mots frappèrent l'air comme des éclats de verre. Lopez déglutit. « Montre-nous. » Jordan se tourna vers le couloir. À ce moment précis, un bruit se fit entendre, une porte grinça lentement, quelque part dans l'obscurité du fond du couloir. Puis un visage apparut. Celui d'une petite fille, peut-être 10 ou 11 ans, les cheveux enchevêtrés, les joues creusées, sa peau grise comme celle d'un enfant privé de soleil. Son regard, large, presque autrefois lumineux mais éteint maintenant, fixait les policiers comme si elle voyait pour la première fois des êtres humains d'un autre monde. Elle ne disait rien. Ses pieds nus étaient sales, les chevilles entourées de marques rouges. Lopez sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. Avant qu'elle ne puisse s'approcher, une autre silhouette apparut, puis une troisième. Des têtes d'enfants, silencieuses, immobiles, immatérielles presque, comme si leur présence ne devait pas perturber l'ordre des choses. Jordan fit un signe de la main. Ils ne savent pas, ils ont peur de venir, ils n'ont jamais vu des policiers, jamais été dehors. Le choc des agents était visible. Miller posa instinctivement la main sur sa radio. Nous avons une situation grave. Demande d'unités supplémentaires, ambulance, protection de l'enfance. Immédiatement. À la mention des autres unités, une voix féminine, douce et lente, se fit entendre en haut des escaliers. Que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous? Vous réveillez toute la maison. Louise Turpin apparaissait, vêtue d'une longue robe de nuit, son visage pâle éclairé par la lumière vacillante d'une lampe qu'elle tenait maladroitement. Son regard se posa d'abord sur les policiers, puis sur Jordan, et enfin sur les enfants derrière elle. Une tension glacée traversa son expression, mais elle la masqua par un sourire artificiel, presque effrayant. Tout va bien. Les enfants sont simplement émotifs. Nous pratiquons un mode de vie particulier, inspiré de notre foi. Vous ne pouvez pas comprendre. Miller avança d'un pas en direction de l'escalier. Madame Turpin, nous allons vérifier l'état des enfants. Louise se raidit. Vous n'avez pas le droit. Ce sont nos enfants. Dieu nous a confié leur purification. Vous n'avez pas idée du mal que vous faites? Ses mains tremblaient. La lampe vacilla. Son regard devenait plus fiévreux, plus dangereux. Lopez fit instinctivement un pas vers Miller, prêt à intervenir. Les enfants, eux, observaient la scène avec une peur muette, comme s'ils rejouaient un cauchemar familier. Jordan, haletante, reprit la parole, ils disent que Dieu leur parle. Qu'on est impur. Qu'on doit être discipliné pour être sauvé, s'ils savent que vous êtes là, ils vont tout recommencer, sa voix se brisa. Lopez posa une main sur son épaule, un geste instinctif, protecteur. Ça ne recommencera plus jamais. Je te le promets. Ce moment sembla briser quelque chose dans la maison. Une tension longtemps contenue se relâcha. L'air devint plus lourd encore, chargé d'une sorte d'électricité malsaine. Puis un bruit sec retentit derrière les policiers, David Turpin venait de refermer la porte d'entrée à clé. Miller pivota aussitôt.
Ouvrez cette porte. L'homme resta immobile, le visage tordu par une expression indéchiffrable. Vous n'auriez jamais dû entrer, souffla-t-il. C'est une maison de Dieu. Vous n'avez pas votre place ici. Lopez porta la main à son arme. Monsieur Turpin, reculez immédiatement. Maintenant. Les enfants se serrèrent les uns contre les autres. L'escalier craqua sous les pieds de Louise qui descendait lentement, comme une apparition spectrale. L'atmosphère devenait irrespirable. Miller se dirigea vers la porte, actionna le verrou, et l'ouvrit brusquement pour permettre l'entrée de l'air frais et surtout pour préparer l'arrivée des renforts. En même temps, Lopez avança dans le couloir, découvrant une première porte entr'ouverte. Elle l'ouvrit. L'odeur qui s'en échappa lui frappa le visage comme un coup. À l'intérieur, 2 matelas sales, un seau, des chaînes fixées à un pied de lit, et un enfant recroquevillé qui porta une main timide à son visage pour se protéger de la lumière. Ce fut ce moment précis qui scella le destin de la maison Turpin. Plus de déni. Plus d'échappatoire. Plus de façade parfaite. Seulement la réalité nue, brutale, insoutenable. Et cette réalité venait tout juste de commencer à parler. Lorsque les renforts arrivèrent devant la maison des Turpin, gyrophares tournant et pneus crissant sur l'asphalte froid, les agents Miller et Lopez étaient encore à l'intérieur, guidés par Jordan à travers les ténèbres oppressantes du couloir principal. La jeune fille avançait avec prudence, son souffle presque inaudible, comme si chaque pas risquait de réveiller un monstre assoupi dans les murs. Les policiers, eux, tentaient de décrypter les ombres qui se pliaient et se tordaient autour d'eux, témoignant silencieusement de la vie cachée et déformée qui avait imprégné la maison pendant des années. À mesure qu'ils progressaient, ils entendaient des bruits ténus, un gémissement, un raclement, un souffle coupé et des bruits qui semblaient surgir de plusieurs directions à la fois. Ce n'étaient pas des sons de rébellion ou de panique, mais de résignation, comme les dernières vibrations d'un monde en train de s'effondrer sur lui-même. David Turpin, désormais assis contre un mur du salon sous la surveillance d'un agent arrivé en renfort, répétait en boucle des prières à voix basse, ses doigts serrant un petit livret en cuir élimé. Louise, elle, se balançait d'avant en arrière au pied de l'escalier, murmurant des paroles incohérentes, comme si elle tentait d'appeler une force invisible à son secours. Mais personne ne la regardait plus. Toute l'attention se portait sur ce que cachait la maison. Au bout du couloir se trouvait une porte différente des autres. Plus massive, renforcée par une barre de métal, elle ressemblait davantage à une entrée de cave qu'à une chambre d'enfant. Jordan s'arrêta devant, son corps parcouru d'un frisson. « C'est le couloir interdit », souffla-t-elle. Lopez fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » Jordan serra les dents, comme si les mots eux-mêmes étaient douloureux. Là-bas ils nous enfermaient quand on désobéissait. Parfois pendant des jours. Sans eau. Sans rien, Miller essaya d'ouvrir la porte, mais elle résista. Il recula d'un pas et appela un agent. « On a besoin d'un pied de biche. » Immédiatement. Pendant qu'ils attendaient, Lopez tenta de rassurer Jordan. « Tu n'as plus à y entrer. C'est fini. » Mais la jeune fille ne répondit pas. Son regard vide restait fixé sur la poignée, comme si elle revoyait des souvenirs gravés au fer rouge dans sa mémoire. Quelques secondes plus tard, un renfort arriva avec un outil. Miller enfonça le métal sous la porte, força, poussa, jusqu'à ce que la structure cède dans un craquement lourd, déchirant le silence pesant de la maison. La porte s'ouvrit d'un coup, révélant un escalier étroit descendant dans l'obscurité totale. Une odeur d'humidité, de métal et de matière stagnante remonta aussitôt, agressant les narines des policiers. Lopez activa sa lampe torche. « On descend. » Jordan voulut parler, mais sa voix se brisa. « Faites attention, ils n'aiment pas la lumière. » Miller lui lança un regard interloqué, mais n'eut pas le temps de questionner davantage. Déjà, Lopez s'engageait dans l'escalier, suivi de près par 2 autres policiers. À mesure qu'ils descendaient, le sol devenait plus froid, le silence plus épais. Puis, soudain, un bruit sec résonna contre les murs, un objet métallique, peut-être une chaîne, heurté à la hâte. Lopez braqua sa lampe devant elle. « Police. Montrez-vous. » Pas de réponse. Seulement un souffle. Un souffle qui ne venait pas d'une seule personne. Elle avança encore, et la lumière révéla un couloir souterrain, à peine plus large qu'un tunnel, aux murs de béton fissurés. Le sol était sale, couvert de taches sombres, et l'air lourd vibrait d'une présence humaine encore invisible. Puis, lentement, des silhouettes émergèrent de l'ombre. 3 enfants, maigres, courbés,
les poignets entourés de menottes reliées par de longues chaînes. Ils se protégeaient le visage, comme aveuglés par la lumière de la lampe. L'un d'eux, un garçon particulièrement petit pour son âge, tenta de reculer mais la chaîne l'en empêcha, le tirant brusquement vers l'avant. Lopez serra les dents. « Mon Dieu » murmura-t-elle. Les agents s'approchèrent pour briser les chaînes. Les enfants tremblaient si fort que leurs bras paraissaient vibrer. L'un d'eux se mit à pleurer sans un son, des larmes muettes roulant sur des joues creusées. Lopez posa une main sur son épaule. « C'est fini. On va vous sortir de là. » Il secoua la tête frénétiquement, puis pointa un doigt tremblant vers le fond du couloir. Miller comprit immédiatement. Il y en a d'autres. Ils s'avancèrent plus profondément dans le souterrain. Chaque pas semblait les éloigner du monde réel. Un autre renfoncement apparut, contenant un vieux matelas souillé, des restes de nourriture rancie et une petite bouteille d'eau presque vide. La pièce était minuscule, à peine assez grande pour qu'un enfant puisse se tenir debout. « C'était leur chambre ?» demanda un agent, la voix cassée. Personne ne répondit. Parce que ce n'était pas une chambre. C'était une cellule. Au bout du passage, une autre porte, encore plus rudimentaire, faite de contreplaqués renforcés par des vis rouillées, retenait quelque chose ou quelqu'un. Un grattement venait de l'intérieur. Lopez colla l'oreille contre la porte. Il y a quelqu'un. Respiration lente. Très faible. Miller intervint. On enfonce. D'un coup d'épaule puissant, il fit céder la porte. À l'intérieur, dans un espace plus petit qu'un placard, un adolescent était recroquevillé au sol. Ses reins étaient attachés à une barre de métal. Ses lèvres étaient gercées, sa peau presque translucide. Lorsqu'il aperçut les policiers, il tenta de parler, mais seules quelques syllabes rauques sortirent, comme si sa voix n'avait pas servi depuis longtemps. Lopez se pencha vers lui. « Tu es en sécurité. On te sort d'ici maintenant. » L'adolescent essaya de tendre une main vers elle, puis s'effondra inconscient. Les agents le transportèrent à l'étage. Pendant ce temps, d'autres policiers fouillaient les chambres, découvrant encore plus d'enfants, chacun porteur de blessures invisibles et visibles, échymoses anciennes, cicatrices fines, traces de liens. Certains ne savaient pas leur âge exact. D'autres semblaient incapables de marcher correctement, comme s'ils n'avaient pas l'habitude de se déplacer librement. Un médecin urgentiste, arrivé en renfort, fit un constat qui glaça tout le monde, certains sont sévèrement malnutris. Plusieurs présentent des signes de carence extrême. Il faut les évacuer immédiatement. La maison se transforma alors en fourmilière de secours. Des brancards passaient. Des couvertures thermiques bruissaient. Des médecins donnaient des ordres. Et au milieu de tout cela, la fratrie Turpin, longtemps invisible, murmurait, respirait, tremblait, enfin vue, enfin entendue. Jordan, elle, observait la scène en silence, les yeux embués. Pour la première fois, elle voyait ses frères et sœurs entourés de gens qui ne criaient pas, qui ne frappaient pas, qui ne prêchaient pas la punition divine. Lopez vint se placer à côté d'elle. « Tu leur as sauvé la vie. Tu comprends ça ?» Jordan secoua la tête. « Non, j'avais peur. Je pensais que peut-être personne ne me croirait. »« On t'a cru » répondit doucement Lopez. « Et maintenant, tout va changer. » Pendant ce temps, au salon, David Turpin observait d'un œil lointain la procession des secours. Il semblait détaché, presque étranger à ce qui se déroulait sous ses yeux. Louise, elle, répétait des phrases incohérentes sur la volonté divine, la purification, le salut. Mais plus personne n'écoutait. Les barrières de leur univers avaient cédé. Le monde extérieur, celui qu'ils avaient tenté de tenir loin de leurs enfants, venait de s'imposer brutalement, ramenant avec lui la loi, la lumière et la vérité. Quand le dernier enfant fut évacué, la maison devint soudain silencieuse. Un silence étrange. Vide. Comme si elle avait perdu sa fonction première, cachée. Miller fit un dernier tour dans le couloir, sa lampe éclairant des détails qu'il n'avait pas remarqués plus tôt, des griffures sur les murs, des morceaux de tissu coincés dans des interstices, un calendrier sans date accroché de travers. Tout racontait la même histoire, celle d'enfants enfermés non seulement dans la maison, mais dans une prison construite par la folie de leurs propres parents. Et pourtant, malgré l'horreur révélée, ce n'était qu'une partie de la vérité. Parce que ce que les enquêteurs allaient découvrir dans les jours suivants allait dépasser tout ce que cette nuit avait déjà mis au jour. Au petit matin, alors que la maison des Turpin était désormais transformée en zone sécurisée,
les premières lueurs de l'aube éclairaient faiblement la façade beige et silencieuse qui, quelques heures plus tôt encore, faisait naître l'illusion d'une famille ordinaire. Les enfants avaient tous été évacués vers l'hôpital le plus proche, où des équipes médicales et psychologiques se relayaient pour évaluer leur état. Le calme extérieur contrastait avec l'agitation méthodique qui régnait au commissariat de Riverside, où David et Louise Turpin venaient d'être placés dans 2 salles d'interrogatoire distinctes. L'objectif était clair, comprendre, au-delà des apparences déjà monstrueuses, comment ce couple avait pu édifier un empire de contrôle, de souffrance et de silence sur 13 enfants pendant tant d'années. L'inspectrice Lopez, encore secouée par les découvertes de la nuit, prit place face à Louise. La lumière blanche du néon illuminait les traits tirés de cette femme au visage cireux, dont les cheveux filaces retombaient en mèches humides sur les épaules. Dès qu'elle s'assit, Louise posa les mains jointes devant elle, comme prête à réciter une prière. Lopez brisa le silence. « Madame Turpin, vous comprenez pourquoi vous êtes ici ?» Louise acquiesça doucement, ses yeux s'égarant vers un point invisible sur la table, comme si elle cherchait un repère spirituel. « Dieu m'a guidée, murmura-t-elle. Il nous a demandé de protéger nos enfants du monde. Le monde est corrompu, vous savez. Il les aurait détruits. Nous ne faisions que les garder purs. » Lopez, habituée aux justifications délirantes, ne répondit pas immédiatement. Elle observa un instant le visage de Louise, sans colère, seulement avec une précision professionnelle mêlée d'une compassion prudente. Les garder purs. Ils étaient enchaînés, affamés, privés de lumière et de soins. Comment pouvez-vous appeler cela de la protection ? Louise cligna des yeux, comme si les mots étaient trop lourds pour elle. Il ne comprenait pas. Il devait apprendre l'obéissance. C'est écrit. Dans le livre. Sa voix se fit chantante, presque hypnotique. Elle cita des passages bibliques approximatifs, modifiés, tordus pour justifier l'injustifiable. Lopez nota mentalement la structure de ses réponses, absence de remise en question, croyance rigide en une mission divine, dissociation manifeste. Mais ce n'était pas seulement une question de religion dévoyée. C'était autre chose. Quelque chose d'ancré profondément, qui avait modelé chaque geste, chaque règle, chaque punition infligée à ses enfants. Pendant ce temps, dans l'autre salle, Miller faisait face à David Turpin, assis bien droit, presque raide, ses mains soigneusement posées sur la table. Contrairement à Louise, David semblait tout à fait conscient de la situation. Il ne priait pas, ne murmurait rien. Il attendait. « Monsieur Turpin, commença Miller, nous avons retrouvé tous vos enfants. Plusieurs sont dans un état critique. Expliquez-moi. Comment en êtes-vous arrivé là ?» David poussa un soupir lourd. « Vous ne comprenez pas, nous n'avons jamais voulu leur faire de mal. » Il parlait avec cette voix douce, presque polie, qui semblait dissonante au regard des atrocités commises. Ils étaient différents, spéciaux. Nous voulions leur offrir une vie disciplinée. La discipline rend fort. Le monde extérieur, il hésita. Le monde extérieur leur aurait fait du mal. Ils pesaient moins que des enfants de moitié leur âge, répliqua Miller. Certains ne savent même pas ce qu'est un jeu. Vous appelez ça une vie ? David détourna lentement le regard, comme blessé par ces mots. Vous ne comprenez pas notre famille. Nous les éduquions nous-mêmes. C'était nécessaire. Miller serra les dents. Nécessaire ? Les chaînes étaient nécessaires ? Les coups ? Les privations ? David secoua la tête avec une conviction troublante. Pas. Des coups. De la correction. Une correction éducative. Chaque enfant doit apprendre à respecter l'ordre. Au fil des minutes, Miller comprit que l'homme ne voyait rien d'anormal dans ce qu'il appelait sa pédagogie. Son esprit semblait compartimenté comme la maison l'était, chaque idée enfermée dans une boîte hermétique, sans aucune possibilité de remise en question. Pendant ce temps, à l'hôpital, les médecins tentaient de reconstituer l'histoire des enfants, non pas avec des mots car beaucoup parlaient à peine ou tremblaient à l'idée d'ouvrir la bouche mais avec leur corps, les traces, les manques, les chiffres. L'aînée des filles, âgée de 29 ans mais paraissant en avoir 16, avait du mal à articuler des phrases complexes. Elle comprenait, mais ne savait pas toujours comment répondre. Un autre garçon, d'une quinzaine d'années, n'avait jamais vu une brosse à dents. Certaines des filles n'avaient jamais eu leurs vêtements propres. Une infirmière, les larmes aux yeux, déclara à son superviseur, « Ils se cramponnent aux couvertures comme si on allait les leur arracher. Ils s'excusent quand on leur donne de la nourriture.
Et certains demandent la permission pour boire de l'eau. Pendant que les enfants réapprenaient timidement les gestes les plus simples, les enquêteurs, eux, tentaient de comprendre l'organisation interne de la maison. L'équipe scientifique passa au crible chaque pièce, les serrures renforcées, la climatisation trafiquée pour créer des zones glaciales, les caméras internes. Oui, des caméras. Placées non pas pour surveiller l'extérieur, mais pour surveiller les couloirs, les chambres, les escaliers. Un agent en charge du matériel vidéo observa les écrans en secouant la tête. Il les observait constamment. Chaque mouvement. Chaque tentative de parler. Lopez, revenu du commissariat, regarda les images et sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était un système carcéral, dit-elle. Mais privé. Et invisible. Les policiers découvrirent aussi des journaux manuscrits, remplis de règles, de comptes, de punitions infligées pour des motifs dérisoires, avoir parlé sans autorisation, avoir demandé trop d'eau, avoir essayé de s'asseoir sans permission. Les notes détaillaient chaque sanction. Certaines duraient des semaines. L'ensemble formait une chronique froide, calculée, bureaucratique, de la souffrance. Pendant ce temps, les interrogatoires se poursuivaient. Louise décrivait les enfants comme des « élus », des « âmes en préparation », et racontait comment elle avait eu des visions la poussant à restreindre leur alimentation. Trop de nourriture salit le corps et l'âme, répétait-elle. David, lui, parlait de responsabilité, d'ordre, d'éducation, de hiérarchie. Aucun des deux ne semblait percevoir la gravité des blessures physiques et psychologiques infligées à leur progéniture. Aucun. Et pourtant, sous les paroles de David, Miller ressentait une fissure. Une minuscule. Comme un doute, enfoui profondément, mais réel. Lorsqu'il lui montra les photos de l'adolescent retrouvé inconscient dans la cave, les yeux de David vacillèrent pendant une fraction de seconde. Une seconde à peine, mais suffisante pour que Miller comprenne que cet homme, malgré son système de pensée enfermé, percevait au moins une chose, il ne contrôlerait plus jamais rien. Tandis que le soleil se levait définitivement sur Riverside, les premières analyses médicales tombaient, confirmant la gravité de la situation, malnutrition sévère, retard de croissance extrême, anémie, déficits multiples, blessures anciennes. Plusieurs enfants n'avaient presque pas grandi depuis des années. Certains présentaient encore des marques de chaînes autour des poignets et des chevilles. Dans les couloirs de l'hôpital, les médecins murmuraient, les assistantes sociales prenaient des notes frénétiques, les psychologues tentaient de créer un premier contact. Et malgré la douleur ambiante, une chose était perceptible, un souffle nouveau. Un souffle discret, fragile, mais bien réel. Celui de la liberté qui, pour la première fois, se frayait un chemin dans la vie de cette fratrie brisée. Mais au commissariat, Lopez et Miller savaient que le travail ne faisait que commencer. Parce que derrière l'horreur de cette maison, il restait encore à découvrir ce que personne n'avait vu, comment ce couple avait pu vivre ainsi, pendant des années, sans jamais attirer l'attention. Et surtout ce qu'ils avaient prévu pour leurs enfants avant que Jordan appelle à l'aide. La nuit s'abattait sur la petite ville de Perry comme une chape lourde, presque menaçante. Pourtant, dans la maison des Turpin, ce n'était jamais la nuit ni le jour, c'était un temps suspendu, un espace étriqué où le soleil ne pénétrait pas, où même le bruit du vent semblait filtré par une peur épaisse. Après l'intervention policière qui avait vu les enfants sortir l'un après l'autre dans un silence hébété, quelque chose semblait encore flotter dans l'air, une question lourde, insistante, que les enquêteurs n'arrivaient pas à formuler clairement tant l'horreur dépassait les mots. Comment, dans une maison ordinaire d'un quartier ordinaire, une telle mécanique de terreur avait-elle pu se mettre en place et perdurer pendant tant d'années? C'est dans cette atmosphère étouffante que s'ouvrait l'enquête plus profonde, celle qui ne s'arrêtait pas aux apparences, aux murs sales, aux matelas souillés, mais qui cherchait à comprendre ce qui s'était réellement passé, ce qui s'était incrusté dans les gestes, dans les habitudes, dans la psychologie labyrinthique de David et Louise Turpin. Les enfants, installés provisoirement dans différents centres spécialisés, avaient encore du mal à parler. Certains murmuraient quelques mots, d'autres restaient figés, comme si leur voix s'était évaporée dans les années de solitude et d'enfermement. Les psychologues notaient des comportements surprenants, certains souriaient de manière disproportionnée quand on leur posait une question, comme pour s'excuser d'exister. D'autres, lorsqu'on leur présentait un simple stylo, reculaient dans un coin de la pièce comme s'il s'agissait d'une arme. Les éducateurs, en ouvrant un paquet de biscuits, avaient vu 3 enfants se mettre à pleurer en silence, persuadés que ce geste annonçait une punition. La nourriture, le sommeil, la lumière, tout semblait codé dans leurs esprits avec une logique inversée. Et pourtant, malgré la fragilité extrême de leur état,
les enquêteurs avaient besoin de comprendre. Alors, doucement, avec une patience millimétrée, ils avançaient, un mot après l'autre, un geste après l'autre, dans l'espoir de briser l'énorme carapace qui étouffait encore la vérité. Pendant ce temps, la maison, scellée de rubans jaunes, restait figée comme un mausolée. Les voisins venaient parfois se rassembler devant, les bras croisés, les yeux perdus. Ils répétaient qu'ils n'avaient rien vu, rien entendu. Certains avouaient qu'ils trouvaient les enfants bizarres, mais ils n'avaient jamais imaginé cela. Une femme, une mère de famille, déclara qu'elle regrettait de ne jamais avoir insisté quand elle voyait les enfants marcher en file indienne, les cheveux gras, les épaules affaissées. Elle se souvenait d'un regard, celui d'une adolescente qui semblait vouloir parler et qui, en une fraction de seconde, se refermait comme une serrure trop usée. « J'aurais dû », répétait-elle. Mais la culpabilité n'effaçait rien. Elle ne faisait qu'ajouter une couche supplémentaire à l'incompréhension générale. L'un des éléments les plus troublants de l'enquête venait de la chambre des parents. Contrairement aux pièces où vivaient les enfants, la leur était propre, presque impersonnelle, comme une chambre d'hôtel de mauvaise qualité mais tenue avec soin. Il y avait même un parfum diffus dans l'air, une odeur de vanille artificielle. Ce contraste glaçant donnait aux enquêteurs l'impression de pénétrer dans un théâtre où un décor, soigneusement entretenu, cachait une scène invisible. Comment avaient-ils pu dormir là, eux, dans ce semblant d'ordre, alors que derrière la porte, leurs enfants vivaient dans une promiscuité insoutenable? Cette question obsédait l'inspectrice Mélina Ortiz, chargée de reconstituer le quotidien domestique des Turpin. Elle passait de longues heures à examiner chaque détail, la télévision allumée sur des émissions religieuses, les boîtes de céréales alignées dans un placard fermé à clé, la collection de magazines que Louise empilait comme si elle cherchait à retenir le temps. En fouillant les ordinateurs retrouvés dans le salon, l'équipe technique découvrit des dizaines d'heures d'enregistrement vidéo. Certaines montraient les enfants alignés dans le couloir, immobiles, comme des statues funèbres. Dans d'autres, Louise filmait les anniversaires, mais sans gâteau, sans joie, sans amis. Les enfants y chantaient doucement, presque en chuchotant, en regardant Louise avec une attente tremblante. Quand l'inspectrice visionna ces séquences, elle sentit un frisson la parcourir, une sensation rare chez elle, habituée aux scènes difficiles. Ce qui la dérangeait ici n'était pas seulement l'abus, mais l'esthétique de l'abus, une manière de rendre l'horreur présentable, comme si Louise cherchait à mettre en scène une famille parfaite, un simulacre figé destiné à combler un vide secret qu'elle seule connaissait. David, interrogé pour la 3e fois, répondait par des phrases longues, évoquant la volonté divine, la discipline, l'éducation. Il avait une manière étrange de sourire en parlant, un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Parfois, il se perdait dans des digressions religieuses, mêlant des concepts sans queue ni tête, comme s'il essayait de se convaincre lui-même de la légitimité de ses actes. Quand on lui demandait pourquoi il enchaînait ses enfants, il parlait de « sécurité ». Quand on évoquait la malnutrition, il répondait qu'ils étaient « fragiles de constitution ». Louise, elle, se recroquevillait sur sa chaise, les mains jointes contre ses lèvres, tremblante comme une enfant prise en faute. Pourtant, lorsque son mari s'exprimait, elle hochait parfois la tête, comme si elle retrouvait dans ses discours une structure rassurante. Leur dépendance mutuelle semblait si forte qu'elle effaçait toute notion de morale. Mais l'enquête prit un tournant décisif grâce à l'un des enfants, une adolescente de 16 ans à peine. Elle n'avait pas parlé pendant des jours, fixant le sol avec une sorte d'obstination désespérée. Puis, une nuit, elle demanda un stylo. Pas pour écrire, mais pour tenir quelque chose dans sa main, pour sentir le poids d'un objet qui lui appartenait. Peu à peu, elle avait commencé à griffonner, des cercles, des lignes, des motifs répétitifs. Les psychologues l'encouragèrent. Au fil des séances, les cercles devinrent des silhouettes, des portes, des fenêtres. Puis enfin, sur une page plus sombre que les autres, elle dessina une figure qui semblait hurler. Ce n'était pas la figure d'un enfant, mais celle d'un adulte. On y distinguait des cheveux longs, une bouche déformée, et autour, des chaînes. Quand l'enquêtrice Ortiz vit ce dessin, elle comprit que la jeune fille venait d'ouvrir une brèche, celle de la parole. Les mots sortirent lentement, comme des pierres déterrées une à une. La jeune fille raconta les nuits où elle restait éveillée des heures dans l'espoir d'entendre un bruit extérieur, une voiture passant dans la rue, un chien aboyant, n'importe quoi qui prouve que le monde existait encore. Elle expliqua comment il se brossait les dents une fois par an, comment il prenait des douches à tour de rôle, parfois espacées de semaines. Elle parla des célébrations absurdes où leurs parents leur disaient qu'ils allaient à Disneyland, mais où la voiture s'arrêtait sur un parking désert avant de faire demi-tour. Elle confia même, dans un souffle,
qu'elle rêvait parfois de devenir chanteuse, mais qu'elle n'avait jamais chanté devant quelqu'un de peur d'être punie. Cet aveu, si simple et pourtant si bouleversant, fit monter une émotion dans la salle d'interrogatoire. Pour la première fois, l'équipe ressentait quelque chose qui dépassait l'indignation professionnelle, une forme de douceur, un élan protecteur. Cette adolescente, qui n'avait pratiquement jamais connu le monde extérieur, venait de leur confier son rêve le plus intime. Cela redonna à l'enquête une urgence nouvelle. Non plus seulement pour condamner les parents, mais pour reconstruire des vies brisées, pour offrir à ces enfants une chance réelle de devenir ce qu'ils auraient dû être depuis longtemps, des êtres libres. Lorsque l'inspectrice Ortiz sortit du centre ce soir-là, l'air frais la frappa au visage. Elle leva les yeux vers le ciel. Les étoiles scintillaient faiblement. Elle comprit alors que l'affaire Turpin n'était pas seulement un dossier judiciaire, c'était une plongée dans un abîme où la lumière devait être réintroduite centimètre par centimètre. Et quelque chose, au fond d'elle, lui disait que l'histoire n'avait pas encore révélé son dernier secret. Les jours suivants, la maison des Turpin devint le centre d'une attention ininterrompue. Les enquêteurs, journalistes et spécialistes se succédaient pour examiner chaque recoin, chaque mur, chaque interstice, à la recherche d'indices supplémentaires, convaincus que ce qu'ils avaient trouvé n'était qu'une partie de la vérité. Il y avait quelque chose dans cette maison qui semblait résister à l'observation, comme si elle elle-même protégeait ses secrets, comme si les murs suintaient encore la peur des enfants, l'ombre d'années de silence. Chaque pièce fouillée, chaque tiroir ouvert, chaque plancher soulevé révélait des traces, mais jamais rien de complet, morceaux de nourriture moisie coincés derrière des plaintes, journaux annotés de chiffres et de noms d'enfants, parfois même de petites lettres écrites dans l'espoir que quelqu'un les trouverait un jour. Ces lettres étaient des fragments de pensée, des cris muets, et les policiers comprirent rapidement qu'il leur fallait les rassembler pour reconstituer l'ampleur de ce qui avait été vécu. L'un des policiers, en inspectant le sous-sol, trouva un compartiment caché derrière une vieille armoire. L'ouverture révélait un espace si étroit que seule une main pouvait y passer. Dedans, quelques journaux de David, des notes manuscrites à la main, décrivaient le quotidien de la famille, les règles, les châtiments, mais aussi des observations plus intimes, comment chaque enfant réagissait à la peur, au silence, à la lumière. Miller feuilleta les pages, et chaque ligne semblait plus glaçante que la précédente. La précision, l'attention portée à chaque détail, la froideur méthodique, tout cela révélait une planification presque chirurgicale. Mais ce qui frappa le plus les enquêteurs, c'était la manière dont David écrivait. Il parlait des enfants comme de sujets d'expérience, comme d'êtres à observer, à corriger, à transformer selon ses propres critères de perfection et de discipline. Il n'y avait pas d'amour dans ces lignes. Seulement un contrôle absolu et une justification religieuse pour chaque mesure prise. Miller sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment un être humain pouvait-il rationaliser autant d'atrocités sous prétexte de moralité et de protection? Pendant ce temps, à l'hôpital, les enfants progressaient lentement. Les premiers jours avaient été les plus difficiles. Certains refusaient de manger, convaincus que la nourriture était synonyme de punition. D'autres se recroquevillaient à la moindre main tendue. L'équipe psychologique mit en place un système de routine, une structure qui permettait aux enfants de reprendre contact avec le monde réel. Petit à petit, les visages se détendirent, les regards s'ouvrirent. Les plus âgés commençaient à poser des questions, à exprimer des émotions longtemps réprimées. Un garçon demanda timidement s'il pouvait se laver tous les jours, une question si simple mais qui provoqua des larmes silencieuses chez l'infirmière. Les gestes de liberté, même minimes, prenaient la valeur de conquête. La découverte la plus troublante, cependant, se trouvait dans l'esprit des enfants. Des souvenirs fragmentaires refaisaient surface. Une fille se rappelait des cris dans la cave, un autre des passages secrets derrière le salon, des heures passées à écouter des murmures, à anticiper les colères de leurs parents. L'horreur n'était pas seulement physique, elle était psychologique, s'enracinant profondément dans leur perception de la réalité, dans la manière dont ils interprétaient les gestes, les silences et les regards. Chaque enquêteur comprit que, pour eux, la rééducation ne serait pas seulement médicale, mais psychique, un processus long et délicat pour reconstruire ce que l'emprisonnement avait détruit. Dans ce contexte, l'interrogatoire de Louise prit un nouveau tournant. Les enquêteurs souhaitaient comprendre l'origine de sa pensée, l'architecture mentale qui avait permis de transformer l'amour parental en tyrannie quotidienne. Elle parlait avec la même voix monotone, presque chantante, mais la tension dans ses mains trahissait un effondrement latent. Nous faisions cela pour eux, répétait-elle comme un mantra, pour leur sécurité, pour leur salut. Mais dans ses yeux, quelque chose vacillait, un mélange de peur et de confusion, comme si elle prenait conscience,
pour la première fois, que son monde intérieur ne correspondait plus à la réalité. Les enquêteurs notaient chaque inflexion, chaque hésitation, chaque geste qui pouvait témoigner de sa capacité à comprendre la gravité de ses actes. Cela serait crucial pour le procès, mais aussi pour comprendre la dynamique de contrôle et de manipulation qu'elle et David avaient exercée sur leur famille. David, de son côté, restait froid, distant, mais il y eut un moment, rare et fugace, où son masque se fissura. Lorsqu'un agent mentionna le jeune garçon retrouvé inconscient dans la cave, les yeux hagards et le corps tremblant, un éclair de quelque chose de réel traversa son visage, un mélange de peur, d'inquiétude et peut-être de regret. Mais ce n'était qu'une étincelle. Très vite, il reprit son calme, réinstaurant sa façade de rationalité et de logique. Cette capacité à se masquer, à rationaliser l'inhumanité, rendait l'affaire d'autant plus complexe. Le crime n'était pas seulement physique, il était mental, idéologique, presque expérimental dans sa méthodologie. L'équipe scientifique continua à scruter la maison à la recherche de preuves supplémentaires. Les murs révélèrent encore plus d'horreur, de petites empreintes de mains d'enfants sur les zones interdites, des griffures, des inscriptions à peine visibles au crayon, des messages codés que les enfants s'étaient échangés dans le secret, parfois pour se réconforter, parfois pour avertir un frère ou une sœur de la colère imminente des parents. Chaque découverte apportait un peu plus de lumière sur la complexité et la cruauté systématique de ce que David et Louise avaient orchestré. Il devint clair que la maison elle-même était un instrument de contrôle, chaque recoin, chaque couloir, chaque barrière avait été pensée pour maintenir les enfants dans un état de dépendance, de peur et de soumission. Puis, dans un coin reculé du grenier, les enquêteurs découvrirent des carnets personnels. Ils étaient écrits dans une calligraphie serrée, mélange de notes religieuses, d'observations comportementales et de plans pour corriger certains comportements jugés déviants. Ces carnets révélaient que les Turpin avaient anticipé certaines actions des enfants, organisé des routines de punition détaillées, et même créé des stratagèmes pour éviter toute suspicion extérieure. L'ampleur de la planification stupéfia l'équipe, ce n'était pas une simple négligence parentale ou un moment d'égarement. C'était un système méthodique, étalé sur des années, ancré dans la croyance religieuse, mais d'une froideur calculée et d'une précision qui dépassait l'entendement. Les enquêteurs comprirent aussi que certaines pièces de la maison avaient des fonctions bien plus inquiétantes qu'ils ne l'avaient imaginé. La cave, par exemple, n'était pas seulement un lieu de punition, elle servait aussi de zone d'observation, équipée de caméras et de dispositifs rudimentaires pour contrôler la température et l'éclairage. Les enfants y étaient maintenus dans un état de privation sensorielle, ce qui permettait aux parents de mesurer leur réaction à la peur et à la douleur, de moduler leur punition selon la résistance psychologique de chacun. Ce niveau de planification, associant manipulation mentale et contrôle physique, dévoilait une dimension expérimentale de la maltraitance, jamais observée auparavant à ce degré dans une affaire familiale. À l'hôpital, un médecin posa un diagnostic crucial, plusieurs enfants présentaient des séquelles neurologiques dues à la privation prolongée de stimulation, à l'isolement et à la malnutrition. Leur cerveau, encore en développement, avait été privé de relations sociales, d'interaction, d'apprentissage moteur et émotionnel. Les conséquences seraient durables, certains déficits persisteraient à l'âge adulte. Les psychologues commencèrent à mettre en place des programmes individualisés pour restaurer non seulement la santé physique, mais aussi la cognition, la confiance et la capacité à interagir normalement avec le monde. Au commissariat, un nouveau coup de théâtre surgit. Les enregistrements vidéo, analysés par une équipe spécialisée, révélèrent que David et Louise avaient élaboré un système complexe de communication interne. Chaque mouvement de main, chaque geste particulier correspondait à un code destiné à maintenir les enfants dans l'ignorance ou à punir silencieusement ceux qui désobéissaient. Cette découverte montrait à quel point le contrôle exercé par les parents dépassait la simple surveillance physique. C'était une domination psychologique totale, qui avait exigé des années d'attention et de discipline envers eux-mêmes et envers leurs enfants. Chaque seconde, chaque geste avait été calibré pour maximiser la peur et la dépendance. L'affaire Turpin ne se limitait plus à l'horreur initiale. Elle révélait une organisation méticuleuse, une mécanique de terreur élaborée, où la logique des parents et le monde réel étaient en permanence en opposition. Chaque enquêteur comprenait qu'il ne s'agissait plus seulement de témoigner de l'atrocité, mais de décrypter un système complet, de reconstituer une psyché familiale disloquée et de protéger ceux qui avaient survécu pour que leur monde cesse enfin d'être un enfer. Et dans le silence de la nuit, alors que les premières lumières de la ville s'éteignaient derrière les collines, la maison des Turpin restait là, figée, témoin silencieux d'une tragédie qui ne pouvait être oubliée, ni effacée. Ces murs avaient été le théâtre de la cruauté et de la peur, mais désormais, grâce à la lumière apportée par les enquêteurs, les enfants,
et la vérité, elle ne pouvait plus dissimuler ce qu'elle avait abrité. Et pourtant, une question persistait, plus lourde que toutes les preuves réunies, que restait-il encore à découvrir dans ces recoins, dans ces souvenirs, dans cette mémoire que la maison semblait encore vouloir protéger jalousement? Les semaines suivantes furent marquées par une intensité presque insoutenable. Chaque jour, les enquêteurs découvraient de nouvelles facettes de la mécanique que David et Louise Turpin avaient mise en place. La maison, désormais fermée et surveillée, livrait ses secrets à un rythme presque cruel, révélant des passages dissimulés derrière des étagères, des murs creusés pour cacher des objets, des journaux soigneusement pliés qui documentaient les moindres détails de la vie des enfants. Chacun de ces éléments, pris isolément, semblait banal, mais lorsqu'ils étaient mis bout à bout, ils peignaient le portrait d'une machine parfaitement huilée de contrôle et de peur, construite patiemment sur des années de manipulation psychologique et physique. L'ampleur de l'horreur forçait le respect, non pas pour les auteurs, mais pour la minutie et l'efficacité avec lesquelles ils avaient piégé une génération entière. À l'hôpital, les enfants commençaient à retrouver des repères. La nourriture, les couvertures chaudes, la lumière du soleil semblaient presque impossibles à accepter. Ils expérimentaient une liberté qu'ils n'avaient jamais connue, et paradoxalement, cette liberté était effrayante. Certains se mettaient à courir dans les couloirs, riant pour la première fois, tandis que d'autres se tenaient recroquevillés, incapables de croire qu'aucune punition n'allait suivre. Les psychologues observaient ces comportements avec attention. La reconstruction psychique ne serait pas linéaire. Elle serait faite de hauts et de bas, de crises, de régressions, et parfois de silence absolu, où les enfants semblaient s'interroger sur ce qu'ils avaient enduré, sur ce qu'ils étaient devenus, et sur ce qu'ils pourraient encore devenir. Les interrogatoires des parents prenaient de nouvelles dimensions. Louise, désormais confrontée à l'évidence des conséquences de ses actes, semblait vaciller davantage. Ses réponses, jadis monotones et automatiques, étaient désormais ponctuées de longs silences, de regards fuyants, de gestes nerveux. Lorsqu'on lui montra les images de ses enfants hospitalisés, certains incapables de tenir un crayon, d'autres tremblant devant une simple assiette de nourriture, son visage se crispa. Je voulais juste les protéger, murmura-t-elle, sa voix brisée par une émotion qu'elle ne savait plus contrôler. Cette fragilité, rare et fugace, ouvrait une fenêtre sur une conscience qui, peut-être pour la première fois, percevait l'ampleur de la tragédie qu'elle avait contribué à créer. David, en revanche, restait calculateur, froid, presque détaché. Mais certaines fissures apparaissaient. Lorsqu'un enquêteur évoqua les chaînes, les coups, la privation, il baissa les yeux quelques secondes, comme pour éviter la confrontation directe avec ses propres actes. Ce moment fut suffisant pour les policiers pour comprendre que, sous sa façade d'invulnérabilité, il existait un reste d'humanité. Ce résidu, enfoui sous des années de rationalisation religieuse et de discipline obsessionnelle, pourrait être crucial pour la suite du procès, mais il révéla surtout une vérité universelle, même ceux qui semblent irréprochables dans leur cruauté portent au fond d'eux un vestige de conscience. Alors que la justice et la médecine progressaient dans leur démarche, les enquêteurs commencèrent à interroger les voisins et les proches. Les témoignages étaient pour la plupart identiques, les Turpin semblaient être une famille discrète, peut-être un peu étrange, mais rien qui ne justifiait un examen plus poussé. Certains racontaient des anecdotes étranges des enfants vêtus de manière identique, marchant en file indienne derrière leurs parents, ou restant silencieux à la fenêtre pendant des heures, mais personne n'avait jamais cherché à approfondir. Le constat était cruel, la société avait laissé passer des années d'isolement et de souffrance, aveugle à ce que ses yeux auraient pu voir. Cette négligence collective ajoutait une dimension supplémentaire à l'affaire, elle ne concernait plus seulement les Turpin, mais aussi un système qui avait échoué à détecter l'inacceptable. Dans l'ombre, les enquêteurs travaillèrent sur la dimension psychologique de la maltraitance. Les carnets de David, les journaux de Louise, et les vidéos retrouvées révélaient une méthodologie presque militaire. Chaque infraction était notée, chaque comportement déviant mesuré, chaque punition planifiée. Les enfants n'étaient pas seulement victimes de violences, ils étaient étudiés, observés, catalogués. L'horreur était doublée d'une précision froide, qui révélait un niveau de planification inimaginable. Miller, en examinant ces documents, prit conscience que ce qu'ils avaient devant eux dépassait largement les limites de la compréhension humaine ordinaire. C'était un système complet, un monde enfermé sur lui-même, où la réalité des enfants n'avait été qu'un prolongement du contrôle absolu des parents. Puis, une découverte inattendue survint dans la chambre d'archives de la maison. Cachée derrière un mur factice, l'équipe trouva une série de lettres et de notes, apparemment jamais lues par quiconque. Ces documents, écrits par certains des enfants les plus âgés, révélaient des tentatives désespérées de communication entre eux.
Les notes décrivaient la peur, mais aussi la solidarité. Elles racontaient comment certains enfants protégeaient les plus jeunes, comment ils s'échangeaient des conseils pour éviter les punitions, comment ils créaient des codes secrets, des signes imperceptibles, pour maintenir un lien qui défiait la tyrannie de leurs parents. Ces lettres étaient des fragments d'espoir, des preuves de résilience, et elles bouleversèrent profondément les enquêteurs. Dans un monde de peur totale, l'esprit des enfants avait trouvé des échappatoires, des moyens de préserver une part de leur humanité. L'une des lettres les plus poignantes décrivait un moment où une sœur avait réussi à cacher un petit morceau de pain pour son frère cadet, refusant de le manger seul. La phrase finale disait simplement « Même ici, nous sommes encore une famille ». Ces mots, simples et innocents, contrastant avec l'atrocité quotidienne, donnèrent à l'affaire une dimension nouvelle, celle de la résistance silencieuse, de la lumière persistante dans l'obscurité. Les enquêteurs réalisèrent que, malgré les chaînes et les privations, les enfants avaient trouvé des moyens de survivre psychologiquement et émotionnellement. Ils avaient gardé des fragments de leur identité, des liens qui leur permettraient de reconstruire leur vie après la libération. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'un des enfants, un garçon âgé de 15 ans, fit un pas inattendu. Il s'approcha d'un miroir, se regarda longuement, puis dit, pour la première fois, à voix haute, « Je suis moi ». C'était une phrase simple, mais d'une portée incroyable. Les psychologues comprirent que ce moment marquait une étape essentielle, l'enfant reconnaissait son existence indépendante de l'emprise de ses parents. Cette reconnaissance symbolique de soi-même, après des années d'annulation totale, était un indicateur crucial de progression. Chaque enfant devait franchir ce seuil, et le processus serait long et délicat. Dans le même temps, les enquêteurs décidèrent d'explorer l'aspect religieux de l'affaire. Les Turpin avaient justifié leurs actes par une interprétation personnelle et déformée de textes sacrés. Les spécialistes consultés par le commissariat analysèrent les carnets et les discours enregistrés, et constatèrent que le couple s'était créé un système religieux propre, mélangeant doctrine biblique et rationalisation personnelle. Cette manipulation religieuse servait non seulement à légitimer la tyrannie sur les enfants, mais aussi à construire un univers mental hermétique où les Turpin se percevaient comme des guides et des protecteurs, invisibles et infaillibles. La religion, utilisée comme instrument de pouvoir, avait amplifié la cruauté, donnant un cadre idéologique à la violence et au contrôle. Puis vint le moment où la justice chercha à confronter les parents avec leurs enfants. Les psychologues avertirent que cette étape devait être préparée avec soin. La première rencontre fut organisée dans une salle sécurisée, neutre, avec des intervenants formés à la médiation et à la protection psychologique. Les enfants, nerveux, observaient David et Louise. Les parents, de leur côté, semblaient hésiter, incapables de comprendre immédiatement la gravité de la situation. Les échanges furent courts, maladroits. Les enfants parlaient par fragments, posaient des questions simples, demandaient des explications sur des années de silence et de maltraitance. Les parents répondaient, parfois avec des justifications confuses, parfois avec des murmures de regret. Le contraste entre l'innocence et la douleur des enfants et le rationalisme froid des parents était saisissant. Cette confrontation, bien que brève, posa les bases d'une future reconstruction, mais révéla aussi l'ampleur des fractures émotionnelles qui resteraient à réparer. Enfin, une dimension plus inquiétante commença à émerger. Les enquêteurs découvrirent que les Turpin avaient planifié certaines stratégies pour continuer à contrôler leurs enfants même en dehors de la maison. Des notes faisaient référence à des instructions pour des visites, à des codes secrets pour maintenir le silence, à des menaces voilées contre quiconque révélerait trop tôt les abus. Cette révélation souligna que l'emprise des parents allait au-delà de la simple géographie de la maison, c'était un système mental, émotionnel et idéologique, tissé sur des années, qu'il faudrait totalement déconstruire pour permettre aux enfants de vivre librement. Les policiers comprirent que la bataille pour la libération réelle des enfants ne faisait que commencer. Dans la lumière tamisée du soir, alors que les enquêteurs fermaient les carnets et les dossiers, un sentiment paradoxal se fit sentir, malgré l'horreur, malgré les blessures physiques et psychologiques, il y avait un début de renaissance. Les enfants, par leur résilience et leur courage, avaient commencé à réinventer leur monde. Et même si la route serait longue, incertaine et semée de pièges, une chose était claire, la maison des Turpin, jadis temple de la peur, devenait progressivement le symbole d'une vérité enfin révélée et d'une liberté possible, fragile mais réelle. Les mois qui suivirent la libération des enfants Turpin furent un mélange de progrès lents et de révélations déchirantes. Chaque jour apportait son lot de petites victoires et de rechutes douloureuses. Les psychologues, travailleurs sociaux et éducateurs spécialisés travaillaient avec une précision presque militaire, établissant des routines structurées, des programmes alimentaires réguliers,
des séances de parole graduelles et des activités destinées à rétablir la confiance et l'autonomie. Les enfants, certains pour la première fois de leur vie, découvraient le goût de la liberté. Mais cette liberté était étrangère, effrayante et, parfois, même impossible à accepter. Les gestes qui semblaient simples aux yeux des adultes, marcher seuls dans un couloir, tenir une cuillère, demander de l'eau, étaient pour eux des actes de bravoure. L'une des premières réussites marquantes fut celle de la petite adolescente qui avait dessiné les chaînes dans le carnet secret. Elle commença à écrire de manière cohérente, à exprimer ses émotions et ses souvenirs. Ces phrases n'étaient pas longues, mais elles avaient une force que peu d'adultes pouvaient imaginer. Elles racontaient la peur, mais aussi la solidarité, la ténacité, et parfois un humour discret, un trait de lumière au milieu de la noirceur. Pour la première fois, les psychologues purent constater que la parole, même fragile, était un outil de reconstruction. Chaque mot écrit était un pas vers l'extérieur, vers un monde qui n'était pas celui de la maison Turpin. David et Louise, pendant ce temps, étaient en détention préventive, attendant leur procès. Les avocats se préparaient à une bataille juridique acharnée, et la presse suivait chaque détail, amplifiant la fascination morbide pour cette histoire. Les déclarations publiques étaient rares, limitées à des notes officielles, et souvent contredites par les faits. Les parents, malgré les preuves accablantes, tentaient de justifier leurs actes par des arguments religieux ou en invoquant la protection des enfants. Les experts psychologiques, eux, décrivaient un système de manipulation et de contrôle d'une rare complexité, soulignant que le couple avait créé un univers clos, où la morale et l'affection avaient été redéfinies selon leur logique perverse. Parallèlement, l'enquête continua à explorer les ramifications de la maison. Des objets laissés derrière, des carnets oubliés, des vidéos cachées révélèrent que les Turpin avaient planifié la privation de manière méthodique, presque scientifique. Les enfants n'étaient pas seulement isolés, ils étaient observés, notés, classés selon leurs réactions et leur résistance. Certaines vidéos montraient des scènes où les enfants devaient marcher sur de longues distances dans la maison, se tenir debout pendant des heures, ou répéter des prières en silence, sous la surveillance d'un parent. Chaque détail était enregistré pour mesurer leur obéissance, leur peur et leur endurance. Ces images, bien que difficiles à visionner, étaient des preuves essentielles pour le procès et des témoignages de l'extrême planification qui sous-tendait la maltraitance. Les enfants, dans leur reconstruction, faisaient face à un paradoxe profond, ils devaient réapprendre la confiance, mais chaque geste extérieur, chaque mot d'un adulte inconnu, pouvait rappeler la peur. Les psychologues employaient des techniques graduelles, introduisant d'abord la sécurité physique, puis la communication, puis l'autonomie. Certains enfants mettaient des semaines à se laisser toucher, à sourire, à participer à une activité collective. D'autres se repliaient sur eux-mêmes à la moindre tension. Les progrès étaient mesurés non seulement en jours ou semaines, mais en micro-gestes, en expressions fugaces de contentement ou de curiosité. Chaque sourire, chaque mouvement volontaire, était célébré comme une victoire. Dans le même temps, la société continuait à réagir à l'affaire. Les médias publiaient des enquêtes détaillées, des analyses psychologiques, des portraits des enfants et des parents. Les voisins étaient interrogés, révélant une gamme d'émotions allant de la culpabilité à l'incrédulité. Certains exprimaient un profond regret de ne pas avoir agi plus tôt, d'autres une incompréhension totale devant la capacité des Turpin à maintenir ce système pendant des années sans que personne ne s'en aperçoive. Ces témoignages, bien qu'externes à la maison, ajoutaient une couche supplémentaire à la compréhension de l'affaire. Ce n'était pas seulement un crime familial, mais un échec collectif à détecter l'inacceptable. Alors que le procès approchait, l'équipe judiciaire commença à reconstruire le récit de chaque journée, chaque punition, chaque moment de peur et de contrôle. Les carnets, les vidéos, les lettres et les témoignages des enfants furent analysés avec minutie. L'objectif n'était pas seulement de punir, mais de documenter la réalité vécue, de donner voix aux enfants, et de démontrer au tribunal l'étendue de la manipulation, de la cruauté et de la méthodologie employée par David et Louise. Le contraste entre la façade extérieure des Turpin, famille, ordinaire, et la réalité intérieure de la maison devenait de plus en plus évident. Dans cette période, un élément inattendu émergea, la solidarité entre les enfants. Malgré leur âge et leur expérience limitée, ils développèrent des stratégies pour se soutenir mutuellement. Les plus âgés prenaient soin des plus jeunes, partageaient des souvenirs et tentaient de traduire leur expérience en mots simples pour ceux qui ne pouvaient encore s'exprimer. Les psychologues remarquèrent que cette solidarité était un facteur essentiel de résilience. Elle montrait que, même dans l'horreur, l'humanité pouvait survivre, et qu'un réseau de soutien, même fragile, pouvait être le catalyseur d'une reconstruction psychique. Parallèlement,
les éducateurs mirent en place des activités permettant aux enfants d'explorer leurs émotions par l'art, la musique et l'écriture. Ces activités révélaient des talents insoupçonnés, certains enfants dessinaient avec un détail et une précision extraordinaires, d'autres chantaient ou jouaient de petits instruments, trouvant dans la création artistique un exutoire à la souffrance et un moyen de reconstruire leur identité. Ces moments, à la fois fragiles et puissants, montraient que, malgré les années de privation, l'esprit humain pouvait s'adapter et retrouver une part de liberté intérieure. Au fur et à mesure que les enfants gagnaient en autonomie, l'enquête découvrit également des preuves matérielles jusqu'alors ignorées. Des caches dans la maison contenaient des objets personnels, des jouets brisés, des vêtements cachés et des carnets codés. Ces éléments révélaient que, malgré la surveillance totale des parents, les enfants avaient trouvé des moyens de conserver des fragments de leur vie et de leur personnalité. Ces traces étaient des témoins silencieux de la résistance et de la créativité des enfants, des preuves que, même sous le contrôle le plus strict, la volonté de survivre et de s'affirmer pouvait trouver un chemin. Pendant ce temps, les Turpins continuaient à préparer leur défense, invoquant la religion, la protection et l'intention de bien faire. Mais la société, la justice et les psychologues comprenaient que ces arguments ne pouvaient pas masquer la réalité, la maison n'était pas simplement un foyer dysfonctionnel, mais un système complexe de contrôle, de peur et de manipulation, qui avait fracturé des vies et laissé des cicatrices profondes, visibles et invisibles. L'un des moments les plus émouvants survint lorsque les enfants eurent l'occasion de quitter l'hôpital pour un parc public. La liberté physique, si simple en apparence, représentait pour eux une expérience inédite. Certains riaient, d'autres pleuraient, et quelques-uns restaient silencieux, observant chaque mouvement avec prudence. Les éducateurs et psychologues les accompagnaient, veillant à ce qu'ils puissent découvrir le monde à leur rythme. Chaque pas, chaque rire, chaque mot échangé était un signe tangible de progression, un indicateur que la reconstruction, bien que lente, était possible. Et puis, un soir, alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à scintiller au-dessus de Perry, l'un des enfants, un adolescent, prononça une phrase qui résumait toute l'importance de ce moment, « Nous avons survécu. Maintenant, nous devons apprendre à vivre. » Cette déclaration simple, mais d'une force extraordinaire, résumait la trajectoire de tous les enfants turpins, après l'horreur, après le silence et la peur, venait la difficile mais nécessaire tâche de retrouver leur humanité, leur identité et leur liberté. Dans l'ombre de la maison, désormais scellée, l'histoire des Turpins continuait de résonner. Les murs, témoins silencieux d'années de souffrance, n'étaient plus que des éléments d'un passé à documenter et à comprendre. La société, confrontée à l'invisible, à l'extrême manipulation, à la cruauté ordinaire, devait tirer des leçons pour protéger les plus vulnérables. Et, au centre de tout, les enfants, par leur courage et leur résilience, montraient que même après les ténèbres les plus profondes, la lumière pouvait renaître. Le procès de David et Louise Turpin débuta sous une attention médiatique mondiale. Chaque détail de la vie à l'intérieur de la maison de Perry fut exposé, analysé et décortiqué dans la salle d'audience. Les enfants, désormais encadrés par des psychologues et des éducateurs, assistaient parfois à certaines parties, mais la majorité des témoignages et des preuves fut présentée sous forme de documents, de vidéos et de déclarations professionnelles pour protéger leur santé mentale fragile. La société regardait, stupéfaite, les mécanismes de contrôle, de peur et de manipulation que le couple avait orchestrés avec une précision presque industrielle. Chaque récit, chaque image, chaque note révélait une planification méthodique, un monde clos où l'innocence avait été méthodiquement brisée. L'audience révéla également l'ampleur de l'emprise psychologique exercée par les parents. Les experts décrivirent les techniques utilisées, privation sensorielle, isolement, punition aléatoire, encouragement de la dépendance, codification de la communication et utilisation religieuse pour légitimer les châtiments. Les enfants n'étaient pas seulement des victimes de maltraitance physique, ils avaient été les sujets d'une expérience de contrôle mental et émotionnel, soigneusement planifiée et exécutée sur des années. La profondeur de cette manipulation fascinait et horrifiait à la fois. Les jurés comprirent que ce n'était pas un crime isolé ou spontané, mais un système complexe et durable, destiné à maintenir la domination absolue. Pendant le procès, Louise montra parfois des signes de fragilité, pleurant en silence, semblant enfin percevoir la réalité de ses actes. David, fidèle à sa façade froide, tentait de maintenir un semblant de rationalité, justifiant encore ses actions par la protection de ses enfants et la foi religieuse. Mais face aux preuves, même ses arguments les plus élaborés s'effondraient. Les vidéos des enfants, leur état de santé, leurs récits consignés dans des journaux intimes et des carnets codés rendaient impossible toute forme de défense.
Les psychologues expliquaient aux jurés comment l'effet cumulatif des années de maltraitance avait engendré non seulement des séquelles physiques mais des traumatismes psychiques profonds. À l'extérieur, la société suivait le procès avec une fascination mêlée de compassion. Les voisins, les médias et les experts commentaient la complexité de l'affaire, analysant chaque mouvement du couple, chaque geste, chaque inflexion dans les témoignages. Les discussions allaient au-delà de la simple condamnation, elles interrogeaient le rôle de la vigilance collective, la responsabilité sociale et la nécessité de protéger les enfants avant qu'il ne soit trop tard. Cette affaire devint un symbole, un avertissement et un rappel cruel que parfois l'horreur peut se cacher derrière des façades parfaitement ordinaires. Dans ce contexte, les enfants poursuivaient leur reconstruction. Les plus âgés aidaient les plus jeunes à comprendre la réalité et à exprimer leurs émotions. Les psychologues introduisaient progressivement des activités sociales, des jeux, des ateliers créatifs et des séances de parole pour permettre à chacun de retrouver confiance en lui et en l'autre. La progression était lente, souvent ponctuée de régressions temporaires, mais chaque petite victoire représentait un pas vers l'indépendance émotionnelle et psychologique. Les enfants apprenaient à se connaître, à s'exprimer, et surtout à comprendre qu'ils avaient droit à une vie normale, loin de la peur et du contrôle imposés par leurs parents. L'un des aspects les plus frappants de cette période fut la manière dont les enfants commencèrent à réinterpréter leur passé. Les souvenirs douloureux de privation, d'isolement et de punition se transformaient peu à peu en témoignages, en récits qu'ils pouvaient partager pour aider à comprendre et prévenir de futures tragédies. Les lettres codées et les journaux trouvés dans la maison devinrent des outils pour reconstruire leur histoire personnelle et collective, permettant de transformer la douleur en force et en résilience. Chaque mot écrit, chaque récit partagé, était une affirmation de leur existence et de leur autonomie retrouvée. À mesure que le procès avançait, les arguments des avocats de la défense devinrent de moins en moins convaincants. Les experts en psychologie, en pédiatrie et en criminologie démontraient avec rigueur scientifique la méthodologie, l'intentionnalité et la persistance des actes des Turpin. Les jurés étaient confrontés à une vérité incontestable, ces enfants avaient été privés de liberté, de santé, d'éducation et d'affection de manière prolongée et systématique. Les témoignages des professionnels, combinés aux preuves matérielles et aux récits des enfants, construisaient un dossier impossible à nier. Dans les couloirs de la salle d'audience, les psychologues et éducateurs prenaient soin de chaque enfant, s'assurant que la confrontation avec la réalité juridique ne réactivait pas les traumatismes. Les enfants participaient à la mesure de leur capacité, guidés pour comprendre que la justice n'était pas une vengeance, mais une reconnaissance de leur souffrance et un mécanisme de protection pour l'avenir. Chaque témoignage indirect, chaque lecture d'un passage de journal, était soigneusement préparé et accompagné d'un soutien psychologique. Puis vint le jour du verdict. Les médias, les experts et le public attendaient avec anxiété. Les enfants, encadrés par leurs psychologues, observaient à distance. Lorsque le juge prononça la peine maximale pour David et Louise Turpin, la salle fut frappée d'un silence lourd, suivi par une émotion contenue mais intense. Pour les enfants, c'était une confirmation que la justice existait, que leur souffrance était reconnue et que leur monde, enfin, pouvait commencer à se reconstruire en dehors de la maison qui avait été leur enfer. Après le procès, les enfants furent progressivement intégrés dans des foyers sécurisés, avec un suivi psychologique et éducatif permanent. Les psychologues soulignaient que la guérison serait un processus long et que chaque progrès, même minime, représentait une victoire sur des années de maltraitance. Les enfants participaient à des activités normales ou écoles, jeux, loisirs redécouvrant des plaisirs simples et des interactions sociales. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque geste spontané était une affirmation de leur liberté retrouvée. Parallèlement, les autorités locales et nationales entreprirent des réformes inspirées par l'affaire Turpin. Les systèmes de signalement, de surveillance et d'intervention auprès des familles furent renforcés. Des programmes de sensibilisation furent mis en place pour informer la société sur les signes de maltraitance et d'isolement. L'histoire des Turpin devint un cas d'école, étudié par les psychologues, criminologues et travailleurs sociaux, afin de prévenir que de telles tragédies ne se reproduisent. Dans ce processus de reconstruction, les enfants découvrirent également l'importance du lien entre eux. Les souvenirs partagés, les histoires de survie, les stratégies secrètes qu'ils avaient inventées pour se protéger devinrent des fondations sur lesquelles ils pouvaient reconstruire leur identité. Certains enfants, adolescents, commencèrent à écrire leurs propres récits, à dessiner ou à témoigner à travers l'art et l'expression créative. Ces actions leur permettaient non seulement de surmonter leur passé, mais aussi de construire un avenir autonome, basé sur la compréhension et la maîtrise de leur propre histoire. Alors que la maison des Turpin restait scellée, symbole d'un passé effroyable,
les enfants et leurs protecteurs comprirent que la vraie libération ne résidait pas seulement dans l'absence des parents, mais dans la reconstruction de l'esprit, de la confiance et de la sécurité. Chaque étape, chaque progrès, chaque sourire retrouvait une valeur immense après des années de privation. La maison n'était plus un lieu de terreur, elle était désormais une cicatrice, un rappel de ce qui avait été surmonté et de la force intérieure des enfants. Au fil du temps, la société entière commença à percevoir l'affaire Turpin comme un avertissement et une leçon. La nécessité de vigilance, d'empathie et d'intervention précoce devint évidente. L'histoire des enfants démontra que, même après l'horreur la plus profonde, la résilience humaine pouvait triompher. La reconstruction de ces vies, bien que fragile et incomplète, représentait une victoire de l'humanité sur la cruauté, de la vérité sur le silence et de l'espoir sur la peur. Les enfants, désormais plus forts et conscients de leur passé, commencèrent à envisager l'avenir avec une vision nouvelle. Ils comprenaient que la liberté n'était pas seulement un état physique, mais aussi une conquête psychologique. Les liens fraternels, consolidés par l'épreuve, devinrent un refuge et une force. Et même si certaines cicatrices demeuraient, visibles et invisibles, chaque jour apportait la possibilité de grandir, d'aimer et de vivre pleinement. Enfin, dans un moment de calme, à la tombée de la nuit, un des enfants, regardant le ciel étoilé, murmura « Nous avons survécu. Nous pouvons être libres maintenant. » Ces mots résonnaient bien au-delà de l'enceinte de l'hôpital et des foyers sécurisés. Ils symbolisaient non seulement la victoire sur la terreur de la maison Turpin, mais aussi la force indestructible de l'esprit humain. La maison, désormais silencieuse et scellée, n'était plus qu'un témoin muet d'une tragédie surmontée, tandis que les enfants, eux, devenaient les véritables héritiers de la vie, de la liberté et de l'espoir. Ainsi se conclut l'affaire Turpin, une histoire de terreur et de contrôle, mais aussi de résilience, de courage et de renaissance. Les enfants, après avoir traversé l'ombre la plus profonde, pouvaient enfin envisager un monde où la peur n'avait plus sa place, où la liberté et la dignité redevenaient possibles, et où chaque jour offrait une nouvelle chance de vivre pleinement.